Effectivement, je suis ravi de venir vous présenter aujourd'hui la démarche d'évaluation des risques chimiques et d'essayer d'illustrer par quelques exemples qui, j'espère, vous montreront à quel point cette démarche essaye en tout cas d'être la plus intégrative possible. Donc juste quelques mots sur l'ANSES. Je pense que voilà, on n'est pas très loin, on est à Maisons-Alfort, vous devez certainement nous connaître. Donc l'ANSES contribue à assurer la sécurité sanitaire dans un domaine large, puisqu'on s'occupe de la santé, de l'alimentation, de la santé au travail, de l'impact de l'environnement sur la santé de l'homme, mais aussi du bien-être et de la santé animale, avec l'Agence du médicament vétérinaire, et puis plus récemment également la protection des végétaux. Donc il y a vraiment une diversité de missions qui sont confiées à l'agence. Alors là, moi je vais vous parler aujourd'hui d'évaluation des risques, on ne fait pas que ça à l'agence, il y a aussi des laboratoires, il y a des travaux de recherche, je vais me concentrer sur la démarche d'évaluation des risques. Donc déjà la démarche en elle-même, c'est une démarche intégrative puisqu'elle s'inscrit dans des actions de pouvoir public. En général, quand on fait une évaluation de risque, c'est que derrière il y a un problème, une question de gestion des risques, donc on est très rapidement à l'interface entre le monde de la recherche, où on essaie de valoriser au mieux les données issues des scientifiques, et puis le gestionnaire, pour nous les pouvoirs publics, qui doivent prendre des décisions donc dans un contexte souvent d'incertitude, où la démarche d'évaluation des risques vient leur apporter un éclairage sur d'éventuelles mesures à prendre. Donc contrairement à ce qui a pu, enfin en tout cas à la naissance des agences sanitaires en 98, où la volonté c'était de bien séparer évaluation et gestion, aujourd'hui en tout cas nous au quotidien, il y a de plus en plus d'échanges, d'interfaces avec le gestionnaire, parce qu'on est dans un monde complexe, il faut aussi expliquer ce qu'on fait, il faut comprendre quelles sont les attentes aussi du gestionnaire, donc on a vraiment des échanges réguliers avec les pouvoirs publics, et bien sûr au moment de l'évaluation, chacun reste dans son. Alors il y a aussi une activité forte de l'agence qui est de communiquer. Donc, tout ce que je vais vous dire là, vous le trouverez sur le site internet de l'agence, donc n'hésitez pas, même s'il n'est pas forcément toujours très facile pour accéder aux documents avec des recherches de mots-clés, vous arriverez quand même à trouver, je pense, tout ce que vous pouvez rechercher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas après à me les poser. Alors je vais passer directement, parce qu'on a pris un peu de retard, donc je vais aller dans le vif du sujet. Donc la démarche d'évaluation des risques sanitaires, c'est une démarche qui est assez bien codifiée, qui date de 1983. Le SIPI avait proposé cette démarche-là. Donc elle se divise en 4 étapes: l'identification du danger, la caractérisation du danger, l'évaluation des expositions et enfin l'évaluation des risques. Donc, je vais essayer de vous montrer à travers ces différentes étapes comment est-ce qu'on intègre au mieux toutes les données dont on dispose. Donc l'évaluation des dangers, alors c'est peut-être l'étape qui sera la moins familière, je vais essayer d'être assez clair. Je suis moi-même toxicologue, donc c'est plutôt ce que je pratique au quotidien. Donc voilà, j'essaierai d'utiliser un langage qui soit compréhensible par tous. Donc la démarche, la partie évaluation des dangers, c'est vraiment à cette étape-là qu'on identifie d'abord quelles sont, pour nous, on va parler substances chimiques, quelles sont les substances auxquelles on est exposé dans le contexte qui nous est soumis. Donc par exemple là, dans la présentation, l'étudiant qui m'a présenté a indiqué que j'avais participé à une expertise récente sur l'exposition des professionnels des soins de longue. Donc on a effectivement rendu un avis récemment sur les femmes, parce que c'est 99% une profession féminine, qui sont exposées dans les salons de manucure lors des soins à décoration de l'ongle. Donc on a essayé d'identifier quelles étaient les substances auxquelles ces professionnels étaient exposés. Donc pour ça, on a une démarche qu'on réitère de manière assez commune dans toutes nos évaluations. On fait une revue de la bibliographie, on auditionne les syndicats, les professions, éventuellement s'il y a déjà des travaux de recherche, les chercheurs qui ont contribué à ces travaux. On extrait les données qui peuvent être disponibles en France. On a accès à des bases de données sur la composition des produits, sur les effets indésirables, sur les mesures en milieu professionnel. Donc on essaie d'exploiter aussi ces données-là. Et puis quand on a, et c'est souvent le cas, besoin de données complémentaires, on fait faire des travaux de recherche auprès d'organismes qui sont choisis par l'agence en cas de convention de recherche et développement. Donc par exemple, pour les travaux sur l'onglerie, ça nous a permis à la fois d'identifier les substances, les nombreuses substances auxquelles sont exposées ces professions pour leur activité,
et de confronter aussi aux pathologies qui sont rencontrées, qui sont recensées par les médecins du travail et qu'on peut documenter par la littérature. Donc, mettre en face à la fois les pathologies et les substances, ça nous a permis de faire pour certaines d'entre elles le lien entre les expositions et les effets. Alors quand on veut évaluer plus précisément le danger d'une substance, cette fois, là je me place à l'échelle d'une substance, si on veut connaître la toxicité d'une substance, aujourd'hui on bénéficie à la fois de données humaines, il y a des substances, on a parlé ce matin des particules, on a parlé de l'amiante, du tabac, donc c'est des données épidémiologiques qui nous permettent de connaître les effets des substances chez l'homme. On a aussi des données animales qui sont dans certains secteurs toujours utilisés. Je pense que l'intervenant suivant qui parlera des cosmétiques nous dira pour l'évaluation des produits cosmétiques, on n'a plus le droit d'utiliser l'expérimentation animale. Donc il y a de plus en plus de modèles alternatifs sur des cellules, des relations structure-activité, des modèles in silico qui nous permettent de connaître aussi les effets des substances. C'est tout ça qu'on utilise, nous, quand on doit renseigner le danger d'une substance, on utilise toutes les données dont on dispose. On travaille beaucoup dans mon unité sur l'application du règlement REACH, le règlement européen sur les substances chimiques, et pour la plupart des données, des substances qui sont enregistrées dans le cadre de REACH, les données fournies par les industriels sont des données soit de relations structure-activité, soit des comparaisons avec d'autres substances. Donc on n'a pas toujours, voire assez rarement, des données expérimentales sur la substance elle-même. Alors, je vais vous parler de 2-3 concepts qui sont récents et qui sont de plus en plus utilisés pour l'évaluation du danger des substances, sans rentrer dans le détail. Mais alors, celui qui se développe de plus en plus, donc j'ai appelé, en anglais, ça s'appelle l'adverse response pathway, en français c'est dur à traduire, alors on l'a appelé le schéma de toxification, alors je ne sais pas s'il y a un terme plus approprié. En tout cas, l'idée, c'est d'essayer de vraiment connaître quel est, bien sûr, à la fin, un effet adverse d'une substance. Donc, l'objectif, c'est d'identifier quels sont les effets toxiques d'une substance, mais d'être le plus en amont possible et de pouvoir identifier déjà des perturbations au niveau de l'organisme, voire au niveau d'un organe, voire au niveau d'une cellule, qui permettent de prédire quel serait à terme l'effet de la substance sur l'organisme lui-même. Donc avant d'attendre de voir l'impact sur une population ou d'avoir des données animales sur la substance, c'est d'essayer de mieux comprendre quels sont les enchaînements d'étapes qui aboutissent à cet effet, donc en bénéficiant des données à la fois acquises au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, au niveau d'un tissu. Et tout ça, c'est des modèles in vitro ou alternatifs qui permettent de renseigner ces effets-là, et on peut comme ça anticiper, prédire quel serait l'effet d'une substance. Donc, par exemple, c'est assez bien connu, alors ça reste assez, aujourd'hui on est au début, il n'y a que quelques AOP qui sont validés pour certains effets, ça reste encore assez peu documenté, on va aujourd'hui expliquer toutes les pathologies avec ces modèles-là, mais en tout cas pour la sensibilisation cutanée qui vous a illustré sur la diapositive, c'est quelque chose qui est assez bien connu, et on a de ce fait-là des modèles d'études pour chacune des étapes clés où on peut investiguer si une substance va, par exemple, se lier à des protéines, va entraîner la prolifération de lymphocytes. Donc sans attendre d'avoir des données animales, on peut déjà identifier si une étape de l'AOP va être activée par la substance, auquel cas on peut déjà flécher la substance vis-à-vis de ses effets sur ses liaisons cutanées. Donc tout ça, ça s'inscrit dans des approches intégrées. Donc le terme intégré, il existe dans les guides de l'OCDE, on s'appuie beaucoup sur les guides de l'OCDE pour évaluer les dangers et les risques des substances. Donc par exemple là, il y a un schéma qui a été repris d'un guide récent de l'OCDE qui montre comment utiliser toutes les données disponibles. L'objectif, c'est vraiment de valoriser au maximum tout ce qui a déjà été produit avant de se lancer sur de nouveaux essais, que ce soit sur l'animal ou sur des cellules. Il faut d'abord utiliser tout ce qui a été déjà mené comme recherche et les données qui ont déjà été acquises sur la substance. Et tout ça, on parle de weight of evidence, on s'inscrit dans un faisceau de preuves. Donc on regarde quelles sont les données publiées, in vitro, in vivo, épidémiologiques, et en intégrant à chaque fois de la qualité des données et de leur pertinence, on essaie
classer l'ensemble des données de manière à, au final, identifier soit des manques, s'il y a des endpoints ou des effets qui ont été investigués pour générer de nouvelles études, soit de s'appuyer sur les données déjà acquises pour avoir un avis, évaluer la toxicité de la substance. Alors un autre domaine dans la caractérisation du danger, là on est plus sur essayer de définir une dose sans effet. On a parlé tout à l'heure de valeurs de référence, de valeurs guides, par exemple pour les particules. Donc ça s'appuie sur souvent, encore aujourd'hui, soit sur des données épidémiologiques, soit sur des données animales, où on identifie la dose en dessous de laquelle on n'observera pas d'effet. Donc jusqu'à assez récemment, ces dernières années, quand on devait choisir une dose sans effet, on s'appuie sur des données expérimentales, animales. Par exemple, là, vous avez représenté 5 points, donc une étude avec 4 doses sur une substance, un contrôle, et la valeur sans effet était forcément l'un de ces points. Donc on s'appuyait uniquement sur les données expérimentales, et maintenant, ce qui est fait, c'est avec des logiciels, avec des approches statistiques, c'est de recréer l'ensemble de la relation dose-réponse, et au lieu d'avoir un point, on arrive à déterminer une zone, alors avec des intervalles de confiance, où on se dit qu'à partir du moment où on est dans ce faisceau, dans cette zone-là, on peut avoir un effet qu'on définit a priori. Donc on n'est plus sur uniquement utiliser ce qu'on observe chez l'animal, mais on cherche par exemple une réponse. La BMR, ça veut dire une réponse, par exemple une modification du poids du foie de 10% chez l'animal, et on fixe d'emblée quel est l'effet que l'on juge adverse, et on regarde en traçant ces courbes-là, à quelle dose cet effet-là va apparaître, et ces doses peuvent être des doses théoriques qui n'ont pas été forcément testées, mais qui sont au sein de la courbe qui a été modélisée. Ça permet d'être plus précis, ça permet de remonter, d'avoir des doses plus faibles. On parlait d'effets à peu de doses tout à l'heure, donc essayer d'avoir des effets plus précoces et de prendre en compte des modifications qui seraient plus sensibles. Alors je ne peux pas vous parler rapidement des mélanges, puisque même l'enjeu aujourd'hui, enfin, l'un des enjeux dans l'évaluation des risques sanitaires, c'est de prendre en compte les mélanges. Là, on est exposé à des dizaines de milliers de substances. Donc, la réglementation, l'évaluation aujourd'hui, elle se fait encore beaucoup substance par substance, mais il y a des travaux, notamment sur les perturbateurs endocriniens. Là, vous avez mis le titre d'une publication récente de l'équipe de Bernard Gégou de l'IRSET, l'Institut de recherche au centre d'environnement et travail de Rennes, qui a comparé l'effet de plusieurs anti-androgènes mis en mélange. Donc là, vous avez le même type de courbe que celle que je vous ai montré tout à l'heure pour une substance. On arrive à les décliner en mélangeant plusieurs substances pour essayer de voir est-ce que l'impact du mélange, est-ce qu'il reflète la somme de chacun des composés, ou est-ce qu'on peut avoir des interactions entre composés qui augmentent, qui potentialisent l'effet du mélange. Donc ça, c'est des travaux qui se font. Après, vu les combinaisons, les centaines de milliers de combinaisons de substances auxquelles on peut être exposé, on ne peut pas espérer avoir des données expérimentales sur tous les mélanges auxquels on est exposé. Là, il faut trouver des approches un peu alternatives ou autres pour essayer d'évaluer ces mélanges. Donc, je vais passer maintenant sur l'étape d'évaluation de l'exposition. Ça sera, je pense, un peu plus accessible à chacun d'entre vous. C'est plus intuitif. Alors à l'agence, on a forcément une démarche intégrative, puisque, comme je vous l'ai dit en introduction, on s'intéresse à plusieurs types de milieux, donc les aliments, l'eau, les sols, l'air. Donc toutes les saisies, tous les travaux de l'agence ne visent pas à évaluer les risques dans tous les milieux. On a parfois des questions très précises, mais à chaque fois que c'est justifié, on essaie de prendre en compte l'ensemble des sources et des voies d'exposition. Alors la nature des agents, elle est différente. On parle aussi d'interaction agents physiques, agents chimiques. Par exemple, dans l'unité, on élabore les valeurs limites d'exposition professionnelle. Donc, quelles sont les valeurs auxquelles les salariés ne devraient pas, au-delà desquelles ils ne devraient pas être exposés pour ne pas avoir d'effet sur leur santé. Et par exemple, on fait des interactions agents chimiques bruit, parce que le fait d'être exposé au bruit potentialise aussi les effets de certaines substances. On essaye aussi de prendre en compte d'autres types d'agents, les agents biologiques, les agents physiques. Alors il y a des réglementations qui sont afférentes à chacune de ces types de molécules. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est pas forcément facile à communiquer. Parfois on nous dit oui, vous avez évalué,
le glyphosate, pourquoi est-ce que quand vous l'évaluez à l'ECA, vous suivez telle démarche, quand il est évalué au CIRC, la démarche, le corpus de données n'est pas la même, quand il est évalué à l'ANSES, c'est encore un autre corpus de données, et en fait, à chaque fois, quand on évalue une substance biocide, on est obligé de suivre les guides d'évaluation de la réglementation biocide. Quand c'est une substance phyto, il y a des guides phyto, quand c'est une substance présente dans les aliments, il y a des guides de l'EFSA. Donc on essaye à l'agence de faire évoluer les guides, d'essayer d'harmoniser au mieux, mais quand on discute au niveau européen, il y a un moment, voilà, il y a des règles, et les règles sont différentes selon les secteurs, et aujourd'hui l'harmonisation n'est pas encore complète. Alors quand on veut évaluer les effets d'une substance, là je vais revenir à un exemple d'une substance, on essaye d'identifier quelles sont les sources d'exposition de l'homme à cette substance. Ça peut être l'alimentation, ça peut être l'air, ça peut être les sols, ça peut être l'ensemble. Donc il y a vraiment une complexité des expositions parce qu'on a déjà en fonction des activités que chacun mène, des sources d'exposition différentes qui peuvent varier au cours de la vie, qui peuvent varier au cours de la journée. Donc on essaye d'intégrer l'ensemble de ces voies, de ces sources d'exposition. Alors là, je vous ai illustré avec un exemple qui est un exemple d'un produit phytosanitaire. Ça a été un peu évoqué avec l'intervenant précédent, où on ne regarde pas uniquement alors, le professionnel, l'agriculteur qui va manipuler un produit phytosanitaire. Bien sûr, on va s'intéresser à l'exposition de l'utilisateur direct, mais aussi aux expositions de ceux qui sont autour, donc sa famille, quand il va rentrer chez lui, qui va pouvoir ramener par exemple à travers de ses vêtements, de ses chaussures, des produits phytosanitaires à la maison, avec du coup une contamination des poussières, peut-être de l'air, et puis surtout toutes les contaminations indirectes, s'il y a des cultures, des animaux, des consommateurs qui vont consommer les animaux qui eux-mêmes ont été exposés. Donc voilà, on essaie de couvrir l'ensemble des sources d'émissions aussi bien directes qu'indirectes. Alors là, c'est un schéma un peu compliqué, mais qui se comprend assez bien, il faut le prendre du bas vers le haut. Donc c'est le schéma qu'on a utilisé quand on a fait l'évaluation des risques du bisphénol A pour comprendre quels étaient les usages du bisphénol A et comment, au final, les consommateurs pouvaient être exposés. Donc on s'est posé la question, le bisphénol A, il sert à quoi? Pour quel type de matériaux il est utilisé? Donc c'est la première ligne, donc il sert à la fabrication de polycarbonate, de polymères, de résines, de plastifiants. Donc l'étape du dessus, c'était ces matériaux-là, pour quel type d'objets, quel type d'articles ils sont utilisés. Donc on voit des cols, des emballages, des équipements mobiliers. L'étape d'après, c'est que ces articles-là, quand ils sont mis en œuvre, quand ils sont utilisés dans des domiciles ou sur des lieux de travail, quels milieux sont contaminés, donc l'eau, les poussières, l'air. Et on arrive comme ça à identifier quelles sont les voies d'exposition et les matrices qui sont contaminées, potentiellement contaminées par le bisphénol A et auxquelles on s'est intéressé. Donc en cerclé, vous avez tous les milieux qu'on a considérés dans l'évaluation et les croix rouges, c'est ce qu'on a écarté, soit parce que l'ANSES n'est pas compétent sur ces domaines-là, par exemple les produits cosmétiques, soit parce qu'il n'y avait pas de données ou on considérait que l'exposition était marginale dans ces secteurs. Alors par exemple, toujours pour le bisphénol A, un exemple qui au départ peut paraître surprenant, ça c'est des travaux d'une équipe de recherche qui ont mesuré quand on manipule, alors des consommateurs vont chez McDo, alors c'est une étude américaine, qui vont payer, ils commandent d'abord, ils payent, donc ils tiennent un ticket, un papier thermique qui peut être contaminé avec le bisphénol A, c'est ce que vous avez en haut et à gauche. Et après, c'est aussi dans ces lieux-là qu'on a des produits désinfectants des mains. Donc, le scénario qui a été investigué, c'était un consommateur qui va se laver les mains avec un produit désinfectant en rentrant, prendre un ticket thermique qui va favoriser donc, le transfert du bisphénol A sur la peau, et après manger des frites à la main, et quelle va être la quantité de bisphénol A qui va passer. Donc, ils ont fait des mesures au niveau veineux avant et après, et ils ont montré qu'effectivement, on retrouvait plus de bisphénol A après avoir manipulé un ticket et essayer de laver les mains. Donc voilà, il y a eu comme ça plusieurs types de travaux qui ont permis de montrer le transfert de bisphénol A et des tickets thermiques au niveau systémique. Alors là aussi l'exemple, du coup je vais passer rapidement parce que ça a été
présenté là aussi par l'intervenant précédent sur les expositions cadmium. Je vais revenir un peu après parce que je vais vous montrer comment nous, à l'agence, et là c'est des données très récentes qu'on va restituer cet après-midi, comment on aborde justement, on essaie d'intégrer l'ensemble des expositions cadmium pour définir des valeurs à ne pas dépasser dans les plans pour à la fin avoir une exposition interne qui soit inférieure aux doses de référence. Donc on essaye de modéliser tous ces schémas-là, comme je vous le montre, voilà, on a plusieurs types de compartiments, de milieux, de voies d'exposition. Derrière, ça veut dire qu'il y a des modélisateurs chez nous qui essaient de modéliser les transferts dans tous les différents compartiments et avec des équations, essayer de mettre sous un schéma exploitable l'ensemble de ces hypothèses-là pour pouvoir faire des calculs de doses. Et ce qui nous préoccupe, donc c'est ce qui est illustré dans ce schéma-là, c'est la dose interne. On cherche à connaître la dose la plus près de la cible. Alors si c'est une substance, on parle du cadmium, qui a une toxicité rénale, qui a une toxicité osseuse, ce qu'on veut connaître, idéalement, c'est quelle est la quantité de la dose de cadmium qui va se concentrer dans l'os, qui va se concentrer au niveau rénal. Donc pour ça, il faut avoir accès à ces organes-là, ce qui chez l'homme est possible. Ou alors il faut modéliser. Donc là, je vous ai illustré, on parle de plus en plus de modèles PBPK, donc c'est des modèles physiologiques qui sont basés sur des données cinétiques où on schématise le corps humain. Donc là, vous avez schématisé le corps avec différents compartiments d'intérêt, la peau, le tissu adipeux, le foie, et par des équations de transfert d'un compartiment à l'autre, on arrive à modéliser quelles peuvent être les concentrations dans ces différents compartiments. Alors, il faut valider ça avec des données pour un minimum au niveau sanguin ou urinaire pour être à peu près confiant que les modèles sont fiables. Donc ça, il y a des données de biosurveillance qui permettent de le faire. Mais c'est ce type de logiciel et d'outils qu'on utilise à l'agence pour essayer d'intégrer l'ensemble des connaissances et de documenter les concentrations dans les différents compartiments. Donc pour le cadmium, c'est ce qu'on a fait. Tout à l'heure, on a indiqué que voilà, il y avait une valeur limite à ne pas dépasser le cadmium au niveau rénal pour éviter d'avoir une toxicité, une maladie rénale chronique. Donc une fois qu'on connaît cette valeur-là, à ne pas dépasser au niveau rénal, on remonte avec les modèles que je vous ai présentés avant pour connaître la quantité de cadmium maximale à ingérer chaque jour pour être sûr qu'on ne dépasse pas cette concentration-là au niveau rénal. C'est ce type de modèle qu'on utilise. Là, je vous remets le modèle de BPK pour le cadmium. Donc la question, c'est quelle est la concentration maximale de cadmium tolérable chaque jour, prenant en compte les expositions vie entière, parce que là, on est sur un toxique qui s'accumule, donc il faut additionner quelles sont les doses auxquelles on va être exposé dès l'enfance jusqu'à l'âge adulte pour ne pas dépasser la concentration toxique au niveau rénal. Donc voilà, on a comme ça estimé quelle était la dose journalière de cadmium acceptable et de ce fait-là la limite maximale dans les plants. Donc c'est comme ça que le gestionnaire derrière peut fixer des valeurs limites dans les plants et après dans les engrais, dans les apports au niveau utilisés au niveau. Alors tout ça, on l'intègre, je parle du cadmium sur vie entière, forcément l'exposition elle varie, on n'a pas la même exposition à l'enfance qu'à l'âge adulte, le poids, le métabolisme change aussi, donc dans les modèles de BPK, on essaye aussi de prendre en compte les spécificités liées aux différents âges de la vie pour recréer l'exposition vie entière. Donc on est bien aussi sur une démarche d'exposome en prenant en compte l'ensemble des stades, dont les stades les plus vulnérables de la vie. Alors là aussi, quand on est exposé à plusieurs substances ou à des dizaines de substances, on essaye de prendre en compte l'ensemble des expositions à ces substances, voire au mélange de substances. Alors pour finir, donc la dernière étape de l'évaluation des risques, c'est l'évaluation, l'analyse des risques elle-même. Donc pour présenter tout ce que je vous ai montré avant, c'est assez complexe en termes de danger, d'exposition, il faut après arriver à la rendre lisible pour un gestionnaire. Parce que nous, derrière, le gestionnaire, il nous demande est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'il n'y a pas de risque, s'il y a un risque, c'est quoi la valeur à ne pas dépasser. Vous voyez bien que toutes les informations qu'on a collectées avant, si on les rassemble à la fin sous un seul chiffre, on perd beaucoup d'informations. Donc nous, on travaille depuis de nombreuses années à essayer de rendre quand même le plus visible possible toutes les incertitudes, parce que si, voilà, il y a des hypothèses, il y a des modèles, donc derrière ça veut dire qu'il y a des incertitudes, donc il
faut aussi être transparent et dire aux gestionnaires, vous voyez, il y a des choses qui sont avérées, il y a d'autres choses où voilà, on est moins confiant, il faut rendre ça aussi de manière le plus transparente possible. Et là, par exemple, vous avez présenté comment on a, sur les relations des réseaux là, comment on a présenté les résultats. Donc vous voyez qu'on a essayé aussi avec des codes couleurs, avec des distributions, de montrer. Alors là, vous avez les 4 effets qui avaient été investigués, l'effet du bisphénol A sur le cerveau, sur le métabolisme, sur le sein, en tout cas c'est donné à l'image, je crois, de la mère, ou sur l'appareil reproducteur. Et on voit la distribution des expositions. Donc, les histogrammes, c'est la distribution des expositions des caissières, puisque là on était sur l'exposition via les piquets thermiques. Et la barre rouge, c'est le seuil à ne pas dépasser pour ne pas voir apparaître un effet. On voit sur certaines des distributions, notamment celle en bas à droite avec un pastille rouge, qu'il y a une fraction de la population qui dépassait cette barre, pour lesquelles on ne peut pas exclure un effet. Donc là, ça permet au moins d'avoir, on ne dit pas tout le monde est à risque, on n'a pas juste montré, voilà, on aurait pu dire la moyenne dépasse, ou là on voit quelles sont la petite, c'est relatif, en tout cas la part de la population qui est exposée à un niveau susceptible d'entraîner un effet. Et puis de manière qualitative, on a aussi attribué des niveaux de confiance aux scénarios, aux évaluations pour pouvoir rendre compte de la santé. Alors sur les mélanges, sur l'exposition à plusieurs substances, je vais revenir à l'exemple de l'onglerie, enfin des professionnels exposés aux soins à décoration de l'ongle. Donc là, en fait, c'est des populations qui sont exposées à beaucoup de substances, les activités de soins, les résines, les cols, beaucoup d'acrylates, des milieux souvent confinés. Donc on a essayé de rendre compte de la multitude des expositions. Donc là, il y a une manière un peu quantitative en mesurant les composés organiques volatils totaux. Donc on a fait des mesures, on a fait faire aussi des mesures dans certains salons. Donc il y a une concentration totale de composés COV, ce que vous avez à gauche, qui permet déjà d'avoir un indicateur. Et puis à droite, c'est le nombre de composés qui ont été retrouvés dans le même salon. Ça permet aussi de dire, voilà, il y a certains salons, dans certaines activités, il y avait 40, 50, 60, 70% différents qui ont été renseignés, donc qui ont été retrouvés. Donc, ça permet aussi de hiérarchiser les expositions en tenant compte du mélange. Là, ça reste juste, on ne dit pas, là, on ne dépasse pas des valeurs de référence. C'est un constat, quelles substances on a retrouvées. Donc, l'étape d'après, c'était de comparer ces substances-là aux valeurs de référence disponibles. Et là encore, on essaie d'avoir des codes couleurs. Là, vous voyez, bon, chaque ligne correspondait à un établissement. Donc, il y a des établissements qui sont en vert pour toutes les substances prises individuellement, mais quand on prend en compte le mélange, voilà, certains passent en rouge, en orange. Donc, ça permet aussi de voir quels sont les établissements qui sont potentiellement à risque, et puis quelles sont les substances aussi qui peuvent entraîner des expositions qu'on juge à risque. Alors voilà, je pense que j'en ai terminé sur la partie démarche d'évaluation des risques. Pour conclure, comme ça a été dit par Madame Marano précédemment, pour arriver à faire tout ça, c'est pas une personne toute seule qui peut le faire. Hein. Dans l'unité, on est une vingtaine, on travaille avec beaucoup d'experts, extérieurs aussi. Il faut avoir des compétences qui sont variées, donc c'est l'un des gènes de l'agence, hein, de vraiment réunir le maximum de compétences sur un sujet, et c'est ce qui fait qu'au final on arrive à pouvoir rendre ces résultats, parce qu'on a autour de la table des toxicologues, des expologues, des statisticiens, des médecins, des économistes aussi, des sociologues. C'est l'interdisciplinarité qui permet de rendre compte de la complexité de ces données. Alors on agit dans un contexte d'incertitude, je vous l'ai dit, je pense que ça sera détaillé demain aussi par Gérard Lastra qui va vous présenter aussi ce que fait l'agence dans ce domaine-là. Et puis alors on a des défis pour finir à relever, j'en ai parlé, tout ce qui est mélange des substances, on va essayer vraiment de trouver des outils pour évaluer les risques, les nanotechnologies, les perturbateurs endocriniens, je vous en reparlerai demain. Donc tous les outils aujourd'hui qui sont de plus en plus complexes, on essaie de se les approprier et de les utiliser pour nos évaluations de risques. Voilà, je vous remercie.